Bienvenue dans le fauteuil, hello à tous. Grégory Richard est avec moi, bonjour Grégory. Bonjour. Je suis content d'avoir pris une douche cet après-midi, ça valait le coup. Unibet est avec nous pour ce fauteuil, évidemment, comme tous les dimanches. On vous remercie d'être là et on vous refait donc la petite intro de tout à l'heure, qui était donc de dire merci de nous avoir suivis pendant toute la saison, puisqu'il ne reste plus que 2 fauteuils en comptant celui-là. Évidemment, ce sera un fauteuil un peu spécial pour le Super Bowl, 22h minuit. On vous mettra tout le dispositif sur le site. Greg, tout va bien ? Ça va, globalement. Bon, on est pas mal. Bon, du coup, on a un peu niqué le cadrage en bidouillant tout ça, parce que j'ai un gros accoudoir comme ça. Donc, je vais être pas mal. Mais en tout cas, c'est pas mal. Alors, Tiens, alors du coup, tiens, je te donne ça. Ah oui, comme ça on peut mettre la déco ici, c'est pas bête. Ouais. C'est pas bête. On va faire ça. Donc, on est là dans le fauteuil pour parler de NFL et tous ceux qui nous demandent ça passe sur quelle chaîne, évidemment c'est beIN Sport. Et le Game Pass, évidemment, si vous l'avez. Donc, fauteuil, on vous rappelle, on va parler du match de ce soir, on va parler des blessés, on va prendre vos questions, évidemment. N'hésitez pas à nous poser plein de questions, puisqu'on a 50 minutes pour vous parler et il n'y a que 2 matchs à présenter aujourd'hui. Donc, ça laisse une petite marge. on a encore plus de temps pour vous présenter tout ça. Du coup, la casquette, j'ai les Redskins, mais on peut mettre aussi, on peut faire une sorte de camailleux. De foot et de fromage, dit Thomas, oui, les pizzas sont en route, normalement. Donc, on va commencer, c'est très chaotique aujourd'hui. On va commencer dans l'ordre. Donc, 19h, Patriots, Jaguars. Voilà, on va commencer par ça. 21h, tu veux dire. 21h. Oh là là. Allez, on coupe, on la refait. Allez, 21h, Patriots, Jaguars. Donc, Tom Brady, la main, tout ça, c'est postérieur, je crois, à notre dernière émission. En tout cas, il y avait des légères rumeurs. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on n'y croit pas ? Dans quel état il va être ? Est-ce qu'il va être gêné ? Pas gêné ? Évidemment, tout ça n'étant que conjecture, puisqu'on n'est pas dans son gant. Bah non, et puis ça s'est déroulé à l'entraînement. Oui, si je me rappelle mercredi. bien, donc, Mercredi, ouais. Est-ce que c'est pas pour entretenir encore plus le mythe Tom Brady? Vous vous rendez compte qu'il a joué avec une main blessée, la main droite de surcroît. C'est marrant parce que je crois pas à ce truc de tout le monde qui crée à la conspiration, etc. Non, il est blessé, c'est pas grave. C'est pour troller un peu, mais bon, de toute façon, voilà, je pense que blessé ou pas blessé, c'est un peu comme Stafford l'année dernière qui avait la main en vrac et qui a joué quand même. Alors ça peut altérer son lancer. Maintenant, voilà, sur ce genre de match-là, je pense qu'il va se serrer les dents et puis en espérant pour les Patriots qui se qualifient. Derrière, laisser reposer un petit peu sa main, il aura 15 jours pour le faire. Après, alors j'ai jamais eu de point de suture et encore moins sur la main, donc je sais pas à quel point ça tire et à quel point tu peux pas, parce que donc l'idée donc c'est que Combien de points de suture alors 4 aux dernières nouvelles, puisqu'on est que de toute façon dans des journalistes a dit ceci, journaliste a dit cela. Aux dernières nouvelles, donc il aurait le ballon dans la main, ça tape au moment où Rex Burkhead lui rentre dedans, et donc ça retourne un peu le pouce et ça déchire un peu la peau, on sait pas trop comment. Donc visiblement ce serait un peu à la jointure entre le pouce et l'index. Donc je suppose que. J'ai l'impression de parler à Michel Simès, il faut quand même bien ouvrir la main. Ouais. Donc est-ce que c'est gênant les points de suture, tu vois, au moment où tu. Oui, non, mais c'est voilà, c'est forcément gênant. Tiens, après, c'est pas possible. Est-ce que tu peux jeter un œil? J'espère que c'est chez nous. Normalement c'est revenu, mais je sais pas. Est-ce que c'est en direct? Et là on est revenu. On est revenu. Là on est revenu. Et pour combien de temps je ne sais pas. Ça va durer. Décidément, c'est un calvaire ce soir, visiblement, qui a décidé de nous infliger Facebook avec des coupures réseau en plus de nos coupures de son. Donc, est-ce qu'on est toujours là, Greg? Pour l'instant, on vient de passer la barre des 12 secondes, c'est historique. Sarah, là, c'est pas possible. Est-ce qu'on est en Wi-Fi ou en 4G? Est-ce que tu vois ou non, tu peux pas voir peut-être là. Alors, le problème, c'est si je le vois, j'ai peur de faire une petite bêtise. Alors, on est en 4G. Bon, on est en 4G, donc normalement, tu dois pouvoir revenir. En théorie, ça doit passer. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. On vous remercie de nous suivre. C'est un peu chaotique ce soir, visiblement. En tout cas, le réseau et Facebook nous en veulent. Donc, on disait, blessure à la main de Tom Brady, points de suture qui peuvent gêner. Est-ce qu'on adapte un peu le plan de jeu? Alors, on est d'accord, le fait qu'il ait raté l'entraînement, c'est pas très grave. C'est un mec qui a 18-20 ans d'expérience maintenant. Qui connaît un petit peu le système son offensif. Attaque. Donc ça, on est plutôt pas mal. Non, après, ce que j'allais te dire, et ça rejoint un peu ce que tu étais en train d'évoquer, c'est que c'est pas non plus un système où on va beaucoup s'appuyer sur des grands lancers. Il y a beaucoup de petites passes quand même dans le système des Patriots. À part les quelques bombes à destination de Brandon Cooks,
c'est pas un jeu, on va dire, je sais pas si le bon terme, je sais pas si le terme agressif est le bon terme, mais voilà, c'est pas un jeu non plus où on le sollicite de manière, on va dire, outrancière dans son lancer, dans la force physique du lancer. Donc voilà, je sais pas si ça va l'handicaper autant que ça. Encore une fois, on n'a que les échos et quelques échos qui proviennent depuis le début de la semaine. Voilà, tu l'as dit, il y a l'histoire des points de suture. Est-ce que ça va être problématique? Le rôle de la ligne offensive va forcément être prépondérant là-dedans. Si sa ligne n'arrive pas à le protéger, là en effet ça peut devenir rapidement compliqué. Mais j'en profite pour le remettre en place parce qu'il va déjà se faire suffisamment secouer ce soir. Donc Tom Brady, on a remarqué qu'à chaque fois on a ce maillot sur le fauteuil, la connexion plante. C'est tout le temps à cause de celui-là. Tu vois, pour une fois, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'à la prochaine connexion, pouf, fait de maillot rouge. Ouais. En tout cas, ce maillot fait beaucoup parler parce qu'il y a un maillot qui fait tache près d'Alain. Il y en a d'autres qui disent il y a un beau maillot. Il y a quelqu'un qui me dit que je suis beau ce soir, c'est gentil, Adrien. Je sais pas qu'est-ce qui fait que ça change par rapport aux autres soirs, mais c'est gentil. C'est peut-être l'effet un peu. Un petit côté. Vert clair, argent sur ton t-shirt. C'est vrai, écoute, je l'avais acheté en souvenir là-bas. Donc, en tout cas, ouais, la main de Brady, ça va être la grosse intrigue. Tout le monde va regarder ça. Est-ce qu'il va jouer avec un gant, pas avec un gant? Il a dit il préfère jouer sans gant. Là, les dernières nouvelles, parce qu'on a NFL Network devant le nez, c'est qu'il pourrait jouer avec un gant, mais troué au niveau des doigts. Mitaine, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que dans les faits, lui, il a juste besoin de protéger la cicatrice. Donc au niveau des doigts, pourquoi pas. Il y a Alexandre qui nous dit, vous n'avez pas de maillot de Bortles. Non, c'est vrai. Et je vois que ça freeze frame et j'ai envie de... Voilà, ça va aller mieux. Donc on n'a pas de maillot de Bortles, mais on va investir s'il joue le Super Bowl. Je pense que... On va être obligé. On va se débrouiller pour avoir un maillot de Bortles en plateau la semaine prochaine. J'ai déjà fait des repérages pour en trouver facilement en France. Normalement, on devrait être... Normalement, il y en a suffisamment de disponibles a priori. Attention, s'il y a un rush demain. Parce et tu penses vraiment que c'est vers Bortles que ça va rusher? Il faut vraiment qu'il fasse un match de ouf. Hein. Alors, pour être totalement transparent, j'ai regardé chez Nike, sur le site français, il y a Bortles et Allen Robinson. D'accord. Bon. Voilà. C'est sûr qu'au niveau de l'embarras du choix, ça reste limité. Quand même. Voilà. Donc du coup, non, et après, il ne faut pas oublier quand même que il y a les supporters des Patriots qui sont prêts à supporter Brady et à acheter, d'ailleurs on le voit à l'échauffement, il est sur le terrain et il n'a pas de gants, là, elle est là l'info, il n'a pas de gants mais il a un beau bandage sur la main droite, donc il a un gros élasto qui recouvre une bonne partie quand même. Ouais. Qui recouvre alors ça revient, je vous le fais, vous êtes en train de regarder, ça passe là et ça revient comme ça et ça s'arrête là, grosso modo, ça s'arrête au milieu de la main, allez. C'est un gros sparadrap noir. Je savais pas que je ferais ça un jour. On dirait sur Facebook Live, mais tu l'as dit, tu découvres, tu deviens médecin chaque jour un peu plus. J'imite le pansement. Regardez, ça c'est le pansement de Tom Brady. Voilà, on est là. Donc en tout cas, il a pas de gants et ça confirme. Mais encore une fois, c'est pour ça que je comprenais pas ces histoires. Après, il n'y a pas de gants à l'entraînement. Peut-être que quand il va rentrer, il va ressortir. Peut-être qu'il va réessayer. Oui, c'est peut-être aussi pour voir les sensations qu'il a au niveau du lancer. Mais encore une fois, moi je comprenais pas ce truc de dire ah là là, c'est une intox, machin, etc. Enfin, ils vont pas lui coller un truc. Ils ont pas besoin de ça déjà. Bon, tu sais bien qu'on aura vu beaucoup aussi sur les Patriots. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est rarement mesuré. C'est pour ça. Enfin, je veux dire, il est blessé. Il va gérer comme tout le monde. On rappelle d'ailleurs que l'année où il gagne son premier Super Bowl, Tom Brady, il joue pas la finale de conférence. C'est Drew Bledsoe qui le remplace contre les Steelers. Et il fait un vilain match à 104 yards, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et Bill Belichick remet Tom Brady pour le Super Bowl. Et encore une fois, faut pas oublier que c'est des mecs qui sont quand même assez costauds dans la tête. Faut se rappeler quand, je peux dire de bêtises sur l'année, ça va être 2008-2009, l'année où les Steelers battent les Ravens en finale de conférence AFC avec un Roethlisberger qui a les côtes en vrac et qui se fait secouer en première mi-temps par les Ravens. Ça l'a pas empêché de faire son match et d'emmener Pittsburgh au Super Bowl et au titre dans la foulée. Donc voilà, ça reste quand même des compétiteurs avant tout. Alors certes, Roethlisberger n'avait pas l'âge qu'a Brady aujourd'hui. Il y a peut-être des chocs qui sont plus difficiles à encaisser et c'est certainement pas la même zone. Mais voilà, faut pas oublier qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. Heureusement qu'il joue pas une Dabu Kongsu qui lui aurait marché sur la main en se relevant après un sac. Oh, attends, il n'y a pas des ingrats quand même. Non. On a d'ailleurs vu quelques problèmes d'indiscipline cette saison du côté des Jags. Faudrait pas qu'il y ait un petit excès d'engouement, on dira, dans le fait de vouloir absolument shooter Brady et le blesser un peu plus. Bon, en tout cas, je suis pas persuadé. Il y a des gens qui me demandent si ça va jouer dirty ou pas.
c'est quand même très difficile à savoir. Après, c'est un match de finale de conférence. C'est toujours un petit peu dirty aussi. Voilà, faut aussi rentrer dans la tête de l'adversaire, le faire sortir de son match, mettre des petits coups, trash talker. Voilà, moi personnellement, c'est pas la chose dont je suis le plus fan. Mais bon, c'est sûr que voilà, faut prendre en considération tous les aspects du jeu et ça en fait partie. Bon. Soleil et 6 degrés, nous dit Benjamin. Oui, c'est vrai qu'il doit faire froid à New England, mais il fait beau en tout cas. Sur les images qu'on a, temps radieux. C'est étonnant à Boston quand même, ce temps un peu froid du mois de janvier. Oui, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de neige au moins. C'est hyper voilà. clean. Là, pour le coup, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, donc c'est plutôt propre. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on pouvait penser que Belichick allait faire exprès qu'il neige pour avoir un avantage. Enfin voilà, ce genre de complot-là. On sait qu'il peut maîtriser ce genre de choses-là aussi. Donc voilà. Est-ce que vous connaissez Jeff Garcia, un ancien quarterback des 49ers dans les années 2000? C'était mon premier année de NFL acheté à la Redoute à 12-14 ans. Question de François, bien sûr qu'on connaît Jeff Garcia. Bien sûr qu'on connaît Jeff Garcia. Et je crois même que j'avais le même maillot que toi, du coup, François. Le 49ers, Jeff Garcia, je l'ai eu, je crois aussi, ouais. Donc d'ailleurs, j'aimerais bien le retrouver. Donc je me pose la question. Ah, c'est comme Brady l'année dernière, t'es à la recherche du maillot. Mais ouais, mais je l'ai eu ce maillot, j'en suis sûr et certain. Les forces de l'ordre sont sur le coup. Parce que je me demande si je l'ai pas eu à la même époque que le Donovan McNabb qui est dans le studio où on enregistre les émissions la semaine. Donc je sais pas où j'ai foutu ce Jeff Garcia, mais ça pourrait être pas mal pour décorer aussi. Ça mettrait un peu de couleur parce qu'on a beaucoup de vert. Donc, l'époque Steve Mariucci, Terrell Owens, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Début des années 2000. Ils ont fait quelques gros matchs. Et après, il est allé à Philadelphie aussi d'ailleurs. Je sais pas s'il a rejoué avec Terrell Owens à Philly. Non, c'était après. Je me posais la question. Non, Terrell Owens, juste avant, juste après du Super Bowl et il repart à Dallas juste après. Il a joué aux Buccaneers aussi, Jeff Garcia, en fin de carrière. Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà. Avec John Gruden. C'est vrai, il a fait une belle carrière. Paul Antoine qui nous dit: vous avez combien de maillots? Je sais pas. Personnellement? Ouais. J'en ai avoir 3-4 grand axe. Ouais, je vais être dans ces eaux-là aussi. Un maillot des Jaguars d'ailleurs. Ouais. Mais c'était une autre époque. C'était avant la période un peu. Maurice Jones-Drew. Maurice Jones-Drew, tout à fait. Monsieur est connaisseur. Maurice Jones-Drew. Bah après, c'est un peu ce que tu disais, en France, on a rarement eu beaucoup de choix. Donc, si t'as un maillot des Jaguars. C'était Garrard, c'était Jones-Drew. C'est grosso modo, c'est un Fred Taylor, peut-être. Ouais, éventuellement. Fred Taylor, il y en a eu quelques-uns. Non, ouais, Jones-Drew. Et non, moi j'ai un Kurt Warner, mais c'est pareil. Dans les déménagements, tout ça, celui-là, j'arrive pas à mettre la main dessus en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le McNabb, Jeff Garcia. Ouais, non, il y en a quelques. Ouais, 5 ou 6. Peut-être il y a le Jared Goff que vous m'avez offert du coup cette année. Donc voilà. Florent Meunier, c'est quoi votre tailgate pour votre soirée, les gars? Les pizzas sont en route. Voilà. C'est le tailgate normalement. Les pizzas et les chips saveur barbecue. C'est très léger. Ouais. Moi, ça va faire un peu. Ça va casser un peu l'ambiance, mais j'ai déjà tailgaté parce que j'aurai les matchs demain matin. Ah, sa reprise. Ah là là, ils vont pas. C'est revenu. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est pas revenu? Wouhou! Donc voilà. Et on est en train de lancer un 4ème live et il y a mon ordinateur devant, c'est ça? Et on est bon là? Ça tourne, rassurez-moi. Alors ça tourne, pour l'instant il n'y a pas d'auditeur, pour l'instant ça ne coupe pas. Alors pour l'instant il n'y a pas d'auditeur, donc je vais remettre un 3ème tweet au cas où vous n'ayez pas saisi qu'on fait l'émission. Ça y est. On a des arrivants. Il y a des arrivants, il y a des trucs, alors là c'est magnifique. Donc le fauteuil du jour vous est présenté en cette partie. Et on dit bonjour à Florent, alors voilà, et on a l'air idiot et on en est désolé parce que malheureusement ça coupe et vous étiez très nombreux à nous suivre en plus parce que vous étiez plus de 200 connectés. Donc, tu vas voir qu'ils vont revenir à la vitesse de l'éclair, ils sont déjà quasiment 40. Bon, on espère que vous allez revenir vite parce qu'on est vraiment désolé de ce qui se passe. On a des coupures dans tous les sens, on essaie de régler le wifi et je vous l'annonce de suite. Finalement, on était installé sur Paris pour avoir la fibre optique et tout ça. Je pense que l'année prochaine, fuck Paris et fuck la fibre, je vais aller m'installer à Osgore, comme ça en plus je pourrai apprendre à surfer. Donc, nous sommes à 34 minutes de ce live. Et oui, tranquille, voilà, mais il a raison Thomas, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Et en l'occurrence, on ne se trompe même pas, c'est la connexion qui nous lâche. Bah oui. Nous, on est dans notre config habituel, à part ce maillot qui nous porte la poisse. Donc, il ne faut pas le montrer, parce que ça risque de recouper. Je vais remettre un petit tweet. Ignore-le, fais comme s'il n'était pas. Alors, je vais remettre un petit tweet et mettre, hop, le direct, tac, tac. Alors, vas-y, tu peux revenir à côté de moi, Greg. Camille est revenu, t'as une petite poisson sur les épaules.
je ne sais plus quoi vous dire. En tout cas, donc on est en direct et on vous parle du fauteuil. Donc on était sur ce match entre les Donc Patriots. rebonsoir, Mattei. Ah non, Rebonsoir. Je sais pas en combien de morceaux on va la mettre en ligne celle-là. Donc rebonsoir Grégory. On parlait, je ne sais même plus de quoi quand De ça. Patriots Jaguars, de la main, de la météo également du côté de Foxborough. Alors, mettons, il est en bonne santé. Est-ce qu'ils ont une chance? T'étais pas dans l'émission de jeudi, donc ce sera l'occasion pour toi de donner ton avis. Comment ils peuvent gagner ce match, les Jaguars? bah forcément en mettant la pression sur Brady, je vais rien inventer d'exceptionnel, mais forcément en mettant la pression sur le quarterback des Pats et puis en ayant également un ball control, ce sera forcément une donnée essentielle. On sait que les Jaguars, il me semble que tu as sorti la stat cette semaine, sont l'équipe la plus performante en termes de yards à la course cette année. Que le run stop des Pats c'est loin d'être exceptionnel cette année, et c'est un euphémisme de le dire. Donc si ça peut permettre de mettre en exergue un point fort des Jaguars tout en empêchant Brady d'être un maximum sur le terrain, main blessée ou pas, ça peut être forcément une clé pour permettre à Jacksonville de réussir à s'imposer du côté de Foxborough. Alors, si vous n'êtes pas encore sur Twitter, je mets un petit gif de circonstance pour remettre le lien. T'as vu? J'ai trouvé un lien à la fois d'actualité et qui montre qu'on est de retour. Donc, vous êtes déjà 133 de retour, 134. Allez, vous étiez un peu plus de 200. Alors que les pizzas arrivent. Alors que les pizzas arrivent, ce soir c'est freestyle total. Hein, on s'en fout, on est bien. Donc, heureusement, vous inquiétez pas, on n'est pas tout à fait tout seul. Donc, il y a quelqu'un qui va aller chercher les pizzas. Voilà, donc reprenons un peu le sens. Et tu disais, donc ils peuvent les battre comment? Avec une gros jeu au sol et en marchant sur sa main. Grosse pression. Oui, c'est des clés qui peuvent marcher aussi. Mais voilà, avant tout, jeu au sol. Encore une fois, appuyer sur les points forts de Jacksonville tout en empêchant New England d'avoir le ballon et notamment Tom Brady éventuellement d'être susceptible de découper cette défense parce que main blessée ou pas, ça reste le meilleur quarterback du plateau dans ce dernier carré, donc un joueur à ne certainement pas sous-estimé. Tu penses que c'est le meilleur des quatre? Tu oses c'est vrai qu'avec Bortles ça joue un peu de choses, mais là comme ça, bam, bam, strong take. Donc le match en tout cas entre les Patriots et les Jaguars va être très disputé. En tout cas quand les Jaguars vont être en défense, moi je suis impatient de voir ça. Ça va être. C'est sûr que ce sera quand même un poil plus excitant que l'attaque de Jacksonville contre la défense des Patriots. Encore que forcément on sera un peu émoustillé, incertain quant à savoir ce que va proposer notre ami Blake. Oui, voilà, ça clairement. Contre cette défense, contre la passe des Pats qui progresse. Bon, alors c'est pas une première non plus. Hein. Ils ont pas découvert une défense contre la passe en playoff. Mais en tout cas, il y a un peu plus de pression. Un Trey Flowers qui est revenu en forme. Un James Harrison qui apporte également sa pierre à l'édifice depuis son arrivée. Si on ajoute à ça un duo de cornerback, et notamment Stephon Gilmore qui reste sur une assez bonne prestation contre Tennessee, c'est quand même des signes assez encourageants. Et voilà, comme contre Pittsburgh en l'occurrence, je pense que Jacksonville n'a pas demandé à Bortles de jouer à outrance à la passe, à moins qu'il tente vraiment le coup de bluff. Pourquoi pas, hein. Écoute, on dira que c'est presque du bonus pour eux d'être en finale de conférence dès cette année. Mais voilà, je les vois plus avec un jeu un petit peu plus équilibré. Mais voilà, ça restera quand même beaucoup plus excitant de voir cette attaque des Pats et donc cette interrogation autour de Tom Brady contre la défense de Jacksonville qui reste leur principal point fort. Il y a Serge qui nous dit avec les casquettes on peut savoir si on est bon sur le live. Ouais, je la mets à l'endroit quand ça marche, à l'envers quand ça marche plus, je sais où je change. Donc sur le deuxième live c'est la casquette des Falcons qui est sur la coudoir. Voilà. Il y a de la place pour les Jaguars je pense, dit Mike. Ça va être très compliqué pour les Jacks car la défense des Patriots ne prendra jamais 45 points, dit Thomas. Moi c'est surtout ça quand même, c'est qu'on a vu quand même que la défense des Jaguars est très bonne mais elle a quand même pris des points contre Pittsburgh. Et je pense pas que la défense des Patriots en laisse 42. Oui, alors faut pas oublier une chose aussi, c'est que Pittsburgh joue de manière très risquée, beaucoup de jeux aériens, beaucoup de passes très profondes. Donc on va dire que ça passait ou ça cassait de temps en temps. La preuve c'est qu'il y a eu par exemple un turnover on down qui est intervenu au cours de la rencontre. Donc voilà, je suis d'accord, il y avait beaucoup de lancers. Après, est-ce qu'il y a autant de menaces profondes, notamment dans le jeu des Pats, que du côté des Steelers? On sait qu'il y a Brandon Cooks qui peut proposer ça. Mais j'ai pas la sensation que la menace profonde est autant marquée qu'elle peut l'être du côté de la Pennsylvanie. Donc c'est ce que je nuancerais un petit peu. Par contre, je pense que New England, si Brady encore une fois est suffisamment apte, peut en marquer facile 30, ce qui pourrait largement suffire.
On va passer au deuxième match un petit peu de la soirée parce qu'on a beaucoup parlé pansement, Brand Brady. Alors c'était dans la première vidéo, mais on a beaucoup parlé de ça. Je vais essayer pour YouTube de tout coller quand même. Si Brady diminuait, va-t-on vers un match à 95% de course de chaque côté de demande victoire? Je pense pas. Il lance des passes à l'échauffement, on le voit, donc ça devrait aller quand même. Et puis on rappelle que Rex Burkhead a donc blessé Tom Brady Oui. à l'entraînement. Alors il revient, il aura sans doute à cœur de se faire pardonner auprès des fans des Patriots. Exactement. Ou alors il va avoir les jetons et il va lui rentrer encore dedans. Oui, Tellement c'est il va ça. être tendu. Pardon. Ouais, c'est vrai, le pauvre Rex Burkhead dont le nom a été jeté en pâture, notamment par nous d'ailleurs. Donc c'était assez cruel. Le deuxième match de la soirée, même de la nuit, du coup, puisqu'il commence à minuit 40, on vous rappelle donc que le premier est à 21h. Le deuxième est à minuit 40, ce sera entre les Eagles et les Vikings, la finale de la conférence NFC. De ce côté-là, alors là, on s'attend à un match quand même assez fermé aussi, parce qu'on a deux belles défenses et on a. Je sais même pas si on peut dire des quarterbacks incertains. D'ailleurs, si on peut commencer par les infos sur NFL Network, ça parlait d'un Case Keenum qui pourrait éventuellement être franchise tagué à l'intersaison, ce qui me paraît pas si bête au final. Moi non plus. Il va falloir faire un choix et c'est sûr qu'on s'interroge beaucoup sur le quarterback des trois qui sera choisi par les Vikings. À trop tergiverser, c'est pas impossible pour Minnesota de perdre les trois. Hein. Donc, on va pas se retrouver dans la situation de Denver. Alors après coup, on se rend compte que perdre Osweiler, c'était pas une si grosse perte que ça. On se rappelle que à pas prolonger Osweiler à l'époque, ils avaient perdu Manning et Osweiler pendant l'intersaison et ils s'étaient retrouvés avec un espèce de chantier qui n'était pas forcément voulu au départ. Voilà, ça serait bien quand même pour Minnesota de préparer les arrières et de sauver au moins le quarterback qui les intéresse le plus. Après, du coup, on n'a pas eu le débat et on avait pensé à l'avoir dans l'émission au moment, mais on peut le faire là très brièvement, mais on est à peu près tous d'accord. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'options que ça maintenant. C'est-à-dire que Bradford, il est en cristal de toute façon. Bridgewater, il est revenu de sa blessure, mais ils n'ont pas suffisamment confiance déjà qu'ils ont remis Bradford en numéro 2 à peine il a été activé. Donc aujourd'hui, le choix, il me paraît pas si compliqué que ça. Au final, c'est qu'est-ce qu'ils nomment leur quarterback. Ça va pas plus loin que ça pour moi. Ça peut. Moi, de toute façon, à mes yeux, Bradford a toujours été une solution d'urgence. Un joueur qu'ils ont pris vraiment justement parce que Bridgewater s'est blessé. Je ne suis pas convaincu que ce soit en l'occurrence leur quarterback d'avenir, le quarterback sur lequel ils vont le plus miser. Alors Bradford et Bridgewater, de toute façon, ils traînent tous les deux des problèmes de blessure. Bridgewater, c'était vraiment le projet aux yeux de Mike Zimmer et de Pat Shurmur. On va dire de North Turner à l'époque quand il était encore là, mais voilà, en tout cas de ce que voulait créer Mike Zimmer au sein de son attaque. C'est sûr que maintenant, avec les performances de Case Keenum, ça peut redistribuer les cartes. La question, c'est surtout de savoir est-ce que Case Keenum est une merveille annuelle, comme on aime bien l'appeler, et un joueur qui va peut-être retomber, on dira, dans l'anonymat l'année prochaine, surtout que Pat Shurmur, a priori, le coordinateur offensif, est susceptible de partir à New York. Donc voilà, mais c'est sûr que Keenum tient la corde. Moi, honnêtement, tag Keenum, draft un mec. Basta. Ouais, voilà. Draft un mec dans les 3 premiers tours, grosso modo. Parce qu'il a quel âge Keenum? Il a moins de la trentaine quand même, il doit pas être si vieux que ça, non? Bon, ouais, je dirais 30 quand même. Ouais, il doit être autour de ça. Attends, on va vérifier. Il est jeune donc. Il est né en 88. Il est né le 17 février. Tu vois? Oh là là, bah, du coup, faut taguer Case Keenum. T'es né le 17 février? Eh oui. D'accord. Bah écoute, voilà. Tu es né le même jour que Case Keenum, donc. Et ouais, moi je sais pas, je serais là-dessus. Tu tags, il fait une bonne année, il gagne son gros contrat. Il fait pas une bonne année, tu développes un mec derrière. Moi, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît quand même assez évident. Serge Boulet, est-ce que Philadelphie qui joue à domicile a un énorme avantage? Énorme, non, ça reste des pros, ils sont pas tous. Enfin, faut pas oublier, parce que moi j'aime bien, c'est quand on dit ouais, mais là ils vont aller jouer dans le froid de Boston ou dans le froid de machin. Oui, enfin, sauf que tous les mecs de Minnesota sont pas. Oui, alors déjà, ils caillent en Minnesota, donc même s'ils jouent en dôme. Et puis ce que je veux dire, c'est que tous les mecs je sais pas, qui jouent à LA sont pas nés et élevés à Los Angeles, tu vois, ils sont pas habitués à la chaleur, ou les mecs qui jouent de Floride, il y en a qui sont nés à New York et qui ont eu froid, il y en a qui sont nés à Philadelphie et qui ont eu froid et ils viennent jouer. Et après, c'est quand les températures sont vraiment marquées. C'est sûr, quand on va jouer par exemple à Green Bay, où là on atteint un pic quand même assez. Ouais, mais c'est pareil, c'est que même à Green Bay, dans l'équipe, il y a des mecs qui sont dans le Californie et qui se pèlent les niches en jouant pour Green Bay. Bon, ils sont un peu plus déjà dans le. Ils sont à l'entraînement tous les jours. Je pense que voilà, ils voient à peu près. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà, ils découvrent pas non plus la météo locale. Après, l'avantage des Eagles, c'est peut-être plus leur terrain avec leur pelouse pourrie, visiblement. En tout cas, pas forcément optimal pourri étant un terme. Non, et puis absolu. Ne serait-ce que l'ambiance. Le Lincoln Financial Field est quand même assez
assez bouillant, surtout dans ce type de rencontre-là. Donc c'est quand même un certain avantage à mettre au crédit des Eagles. Alors, tellement bouillant, on rappelle qu'ils ont quand même mis de la graisse sur les réverbères à Philadelphie aujourd'hui, au cas où ils gagnent le match et que les gens viennent monter sur les réverbères. T'avais pas vu passer ça? On l'a relayé sur Twitter. Il y a les agents municipaux de Philadelphie qui ont passé une partie de la journée à foutre de la graisse sur les réverbères parce qu'ils avaient peur que les mecs grimpent dessus en cas de victoire. Donc tu vas voir des mecs bourrés qui vont essayer de monter et qui vont redescendre. Qui vont même pas faire un mètre, ils vont se jeter dessus. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, il y en a un qui aura récupéré toute la graisse sur ses fringues et il y en a un qui pourra finir par monter. J'ai toute foi en le public de Philadelphie, qu'il y en a bien un qui va réussir à se prendre un réverbère et un autre qui va retourner une voiture. C'est pas les fans des Bills, mais bon. Non, et puis je pense que sous les effets de l'alcool, ils sont à peu près capables de tout. Hein, donc, c'est sûr. Ça va être. Ah oui, il y a Louis qui nous dit que ça va être bizarre le public avec des masques de chiens aussi. C'est vrai qu'ils ont lancé une drôle de tendance. Ça, franchement. Ah, mais il en faut pour tous les goûts dans la bizarrerie. Non, mais bon, ce côté victime de la vie, là, c'est. Voilà, assez, ça, tout le monde est. Ils sont tous victimes de toute façon. Non, mais je veux bien que les joueurs puissent se sentir un peu. Comment dire pas négligé, mais oui, un peu sous-estimé ou quoi que ce soit. Maintenant, il n'y a rien de désolant à considérer les Eagles moins forts sans Carson Wentz qu'avec lui. Donc, la preuve contre les Falcons, c'est quand même passé à très peu. Honnêtement, vu la course à la victimisation actuelle en cours en NFL, je pense que tu pourrais trouver n'importe quelle équipe de toute façon qui te dira que on n'a pas cru en eux ou que leurs détracteurs étaient méchants ou que leurs haters ceci ou que leurs haters cela. Les Jaguars ils vont me dire Blake Bortles personne n'y a cru. Les Eagles ils vont dire depuis qu'il y a Carson Wentz on nous a enterrés. Les Vikings ils vont dire ouais on est que des underdogs et les blessures et du coup on est venu derrière. Et les Patriots ils trouveront un moyen aussi de pleurnicher et dire on nous a exclus, on a dit que machin que notre défense était pas bonne. Tiens, les de là mettre le masque de chien et alors encore une fois oui, c'est vrai que la cote des Eagles la semaine dernière était anormalement élevée en l'occurrence. Ça semblait quand même beaucoup plus équilibré que ce qui était annoncé. On jouait énormément sur le fait que les Falcons étaient au Super Bowl l'année dernière et c'est vrai que les Eagles étaient étaient carrément considérés comme outsiders. Puis là, maintenant, ils vont pas nous en faire un point. Ils vont pas nous en faire un point pendant 3 semaines non plus. Et puis après, au bout d'un moment, il faut quand même s'avouer que c'est un sport. Il y a en général un favori et un outsider. Oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, les Vikings sont encore favoris. C'est un fait. Je veux dire, encore une fois, Nick Foles n'est pas devenu Carson Wentz en l'espace de 2 semaines. Et je le répète, même si ses stats n'ont pas été catastrophiques contre Atlanta sur les quelques lancers qu'il a eu à faire, voilà, ça reste quand même moins bien que ce qu'avaient les Eagles jusque-là, alors que Keenum, par rapport au quarterback qui était là avant, on voit pas une différence énormissime. Et puis après, c'est bien. Enfin, après, ça reste la NFL, quoi. Ça reste quand même une ligue assez paritaire. Enfin, tu vois, c'est pas PSG Dijon non plus, quoi. Les mecs qui sont là. Bon. Oui, de toute façon, ce sera un match accroché. De toute façon, faut pas s'attendre à un récital, à un 20 points d'écart entre les deux. Je serais très étonné en tout cas si c'était le cas. Et on a sous les yeux les pronostics de toute l'équipe de NFL Network. Alors je sais pas combien ils sont en plateau aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vache. Donc Rich Eisen Vikings, Steve Mariucci Vikings, Kurt Warner Vikings, Michael Irvin Vikings, Michael Bennett Vikings, Joe Haddon Vikings. Et les deux seuls qui prennent les Eagles, c'est LeSean McCoy et Terrell Davis. Terrell Davis, pardon. Donc, en tout cas, très Vikings au niveau des pronostics. C'est étonnant qu'il ait fait les Eagles. T'as vu? Mais il a dit dans une émission hier, il a dit je suis content pour cette équipe depuis que Chip Kelly retourne et coacher des gamins comme il le mérite. Un truc dans le genre. Ouais. Ah, écoute. Je lui donne pas complètement tort dans cette histoire. Mais... Il coach à la fac? Ouais, UCLA. Ah oui, il a été embauché. Je sais qu'il y a il a été embauché. C'est bon, il est là. Il est là, il était à UCLA. Donc si vous cherchez des nouvelles de Chip Kelly, il est donc à UCLA. Très optimiste pour UCLA l'année prochaine. C'est vrai? Ouais. Non, mais sans je sais pas. Il y a une division qui est assez ouverte dans la conférence Pac-12, donc non, je pense qu'il y a moyen de faire, quelque chose. Puis la Pac-12, c'est celle où il n'y a pas de défense, donc Chip Kelly va être bien. Quoi. Exactement. Celle-là, Les défenses moins bonnes. C'est pas la Big 12 non plus, mais oui, on arrive facilement à 60-50. D'accord. Quand il y a 12, en général, c'est ça. Voilà, c'est le multiple par lequel on met les touchdowns dans ces matchs-là. Quoi. Pour les amateurs de défense. En général, c'est le nombre de touchdowns par match. Le numéro de la par conférence. Équipe, tu veux dire. Ouais, par équipe aussi. Donc voilà. Un touchdown de Treadwell ce soir, dit Thomas Boué. J'espère bien. Attention, la cote doit être monstrueuse. Je vais regarder ça. Parce que Laken Treadwell, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu mon chouchou. C'est justement de l'époque où je faisais du foot universitaire, où je regardais le foot universitaire. Grand receveur d'Ole Miss, je me disais grande carrière et tout. J'avais voulu jouer un peu le pronostiqueur comme ça.
Et depuis, il a T'as eu le rien, nez creux. et depuis, il a rien foutu. Voilà. Total de touchdowns. Alors attends, qui marque il est où mon. Qui marque un touchdown? Les connes. Combien? Oh, il doit être pas mal. 12,50. Est-ce que je mets un petit euro sur les connes Treadwell? Tu peux. Putain, Stéphane. Ah oui, mais. Ah non, Stéphane Dix, 2,65. Ah, c'est une bonne cote ça. Avec Thielen qui est pas complètement C'est pas mal, 100%. C'est pas mal. Red Allen, il est à 2,30. Il y a des bonnes cotes sur les receveurs de Minnesota. Ouais. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, je vais parcourir un petit peu. On va passer. Et il y avait J.J. Factor X de ce match, demande Marc. On a beaucoup parlé des jeux au sol dans l'émission de jeudi. Est-ce que c'est là que ça se joue pour toi? Du côté de Philadelphie, le souci c'est qu'il y a beaucoup de coureurs, mais on ne sait jamais vraiment s'ils vont être très réguliers. Ils ont le mérite d'être relativement complémentaires, mais c'est vrai que cette défense contre le sol de Minnesota, elle est quand même assez solide, ne serait-ce qu'avec Linval Joseph, Eric Kendricks ou d'autres. Je sais pas, faudra voir. Il y a une bonne ligne au niveau de la ligne, au niveau du run block des Eagles. A priori, il y a de quoi faire sur le papier. Après, je sais pas, cette irrégularité me fait un peu peur du côté de Philadelphie. Et c'est là où je crains que Nick Foles ait à lancer un petit peu plus et où ça risque de créer des turnovers. Parce que, bon, il n'y aura peut-être pas toujours des defensive backs qui relâcheront des interceptions en cognant le ballon avec les genoux. Bonjour au premier Kiano de la NFL au passage. Voilà, mais c'est. Je sais pas, je suis pas complètement rassuré en tout cas par le jeu au sol en général et par J.J. en particulier. Je note quelques cotes que vous me mettez là. On va parler des cotes pour finir l'émission, mais vous me mettez des trucs plutôt pas mal. Les Jacks peuvent-ils rééditer le Pats Broncos 2015? Donc 2015, c'est contre les Broncos. C'est quand ils gagnent sur la conversion à 2 points loupés, là. C'est possible, ouais. C'est possible. En tout cas, est-ce que la question c'est toujours la même, Jaguars, mais on en a parlé pas mal, mais on va en reparler, on va donner les cotes. Ah, parce que Denver avait un quarterback moisi à l'époque, et ce qui est le cas de Jacksonville. Ah, ouais. Parce qu'il est censé être le cas de. Après cette année-là, Denver gagne avec ses ingrédients-là, de toute façon, défense exceptionnelle, jeu au sol, et les quelques actions qu'il faut du quarterback. Bien sûr, c'est possible, oui. C'est vrai que c'est une vraie bonne question. Peyton Manning était-il meilleur que Blake Bortles aujourd'hui? C'est pas exactement la même circonstance. Il Non avait plus, pas- Peyton Manning jouait à domicile. Il y a quand même une petite expérience des playoffs, quoi qu'on puisse en dire. Donc, Petite. Il avait plus de bras par contre. Je pense que si tu mets le cerveau de Peyton Manning à l'époque sur le corps de Blake Bortles aujourd'hui, ça fait un tueur. Ouais, peut-être, ouais. Ah, ça fait un truc Non, voilà, incroyable. et puis il avait des receveurs expérimentés. J'ai pas la sensation que ce soit le cas de Blake Bortles, qui joue avec beaucoup de joueurs qui ont réussi à se mettre au niveau, mais qui restent quand même relativement jeunes dans leur première, voire dans leur deuxième année pour la plupart. Donc c'est pas exactement la même circonstance. Après, l'avantage, encore une fois, c'est qu'il y a Leonard Fournette, donc forcément il y a moins de pression sur ses épaules. Mais voilà, ça reste un match à l'extérieur, à New England, contre une équipe qui a une grosse expérience, encore plus qu'à l'époque où ils ont rencontré Denver. Donc c'est parfaitement comparable. Après, comparer Bortles et Manning. Il y a Thomas qui nous dit je préfère Bortles au Manning de cette année. Oui, c'est pas faux que Manning n'était pas non plus. Je sais pas, parce qu'il était. Attends, je vais carrément. Encore une fois, il était cramoise en saison régulière, mais en playoff, il n'était pas catastrophique. C'était en quoi, 2015 ou ça s'est joué en 2016? Ouais. Donc c'est l'AFC Championship Game de 2016. Ah, c'est celui-là. Ah, non, 2016, je vais regarder ses stats en fait, par curiosité dans le match, parce que au Super Bowl il est misérable. Oh, t'exagères. C'était une purge. Pour l'avoir regardé sur place, c'était très long pour le coup celui-là. Il t'a fait 180 yards. Ah non, c'était affreux. 17 sur 32, 176 yards, 2 touchdowns contre les Patriots. 0 interception. 0 interception. Alors que Brady en 11-2, et Brady avait terminé à 27 sur 56. 56 ballons lancés par Brady. Ouais, et donc ce jour-là, il n'avait pas de problème à la main. Moins de 50%. Et les Patriots avaient couru 44 yards au total, dont 13 yards de Brady, 12 pour Brandon Bolden, 11 pour James White et 8 pour Steven Jackson, qui était là à l'époque. Qui a marqué un TD d'ailleurs. Alors que et ça va être un match très fermé quand même, parce que si tu regardes, Denver avait quand même que 99 yards au sol, ce qui n'est pas gigantesque. Donc sur le total des yards, j'essaie de trouver ça, mais il devait être à 250, à 300, à tout casser. Alors attends, Team Stat, si ça veut bien s'afficher. 244 yards pour Denver et il gagne le match.
vache, il gagne ses playoffs. Ouais, Mais clairement, en fait. Manning, il fait 2 TD, il fait 0 interception. Donc, Mais en fait, c'est ça, hein, c'est exact. il fait pas une Joe Flacco quand il va chercher le Super Bowl avec les Ravens, mais en tout cas, il fait Non, mais pas d'erreur. en fait, on est d'accord, c'est-à-dire que c'est Allez, j'ai dit ça, 180 Super Bowl. c'est le modèle pour les Jaguars. Manning au Super Bowl. 141. 141, vache. 13 sur 23, 141 yards d'une interception. 5 sacs. 5 sacs. Alors que Newton n'a rien pris 6 en l'occurrence. Et Newton 18 sur 41, 265 yards d'une interception. Mais qu'il était vilain ce Super Bowl. Oh là là. Mais qu'il était vilain. Je sais, on va me dire, tu te plains, tu y étais, etc. Alors, non, mais j'y étais. C'est le dernier que t'as vu en plus. Oui, mais ça t'a vraiment dégoûté des Super Bowls. Mais j'y étais. J'y étais. J'ai passé une belle semaine à San Francisco. Mais le match en lui-même était dégueulasse. On va pas non plus. Je veux pas faire semblant d'avoir pris. Non, mais t'es pas obligé. L'année d'avant, à Phoenix, par exemple, le match était incroyable. Et à Phoenix, par contre, il n'y avait rien à faire dans la ville. Donc ça a compensé. C'était le Patriot Seahawks, le Marshawn Lynch. Enfin, le nom Marshawn Lynch. Je préfère que tu dises Malcolm Butler. Malcolm Butler, évidemment. L'extra point, on ne peut pas dire la no-name défense des Pats actuelle est expérimentée en playoff. Oui, est-ce qu'elle est expérimentée en playoff Je sais pas, j'ai pas dit qu'elle était expérimentée en playoff la défense, mais je parlais surtout de l'attaque en l'occurrence. Ouais. Mais combien de sacs avait pris Brady, on nous demandait, donc je sais plus, du coup j'ai dit quoi, 3 ou 4, non, peut-être quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais non, la défense n'est pas expérimentée, mais après c'est toujours la même chose. Brady avait pris 4 sacs. C'est une défense des Patriots où de toute façon, voilà, ça reste collectivement cohérent, et surtout, et ça c'est encore plus important du côté des Patriots, c'est qu'il y a des ajustements défensifs qui sont capables d'être faits par le coaching staff à la pause. Et ça déjà, il y a peu d'équipes, il y a peu d'escouades défensives qui peuvent se le permettre, je trouve, à un tel niveau. Donc certes, il n'y a pas une expérience qui est extraordinaire. C'est le cas des Jaguars. Il y aura un peu plus d'expérience du côté des Jaguars. Si on prend ne serait-ce qu'un Malik Jackson qui a gagné le Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça avec Denver, un Calais Campbell qui n'est pas à sa première année avec Arizona, qui a d'ailleurs dû jouer le Super Bowl avec les Cardinals. Je sais pas s'il était déjà être jeune, mais c'est possible. C'était peut-être une de ses premières saisons avec Arizona quand il affronte Pittsburgh. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une expérience qui est un peu plus présente, mais encore une fois, il y a d'autres arguments à faire valoir du côté de cette défense des Pats. Sinon, en tout cas, alors, vous vous embrouillez peut-être un peu sur le chat, parce qu'il y en a, Florent nous dit 2015, les Broncos ont la meilleure attaque de la saison. Non, alors c'est l'année d'avant, quand ils jouent le Super Bowl, où ils se font par contre éclater par les Seahawks. Comme quoi. Hein. 2 ans avant. Parce qu'entre-temps, oui, 2 ans avant, c'est ça, 2 ans avant. C'est le Super Bowl à New York. Et c'est celui-là, c'est le premier que je vois en l'occurrence. Thierry qui nous dit donc Super Bowl, il a été dramatique, Manning quand même. Et c'était même pas tant qu'il soit dramatique, moi je m'en rappelle, c'était la prévisibilité, entre guillemets, du truc qui était horrible, je trouve, dans le match. C'est qu'à partir du moment où ils étaient devant, c'était course, punt, course, punt, course, punt, et tu t'ennuyais. Voilà, t'étais juste là, voilà. Il y a Victor qui dit c'est Siemen qui fait la saison. Non, alors en l'occurrence, non, c'est l'année où il gagne le Super Bowl, Manning. Il joue le début de saison, il se blesse. Osweiler joue 4 ou 5 matchs. Et Manning revient pour jouer les playoffs. Exactement. Et les gagner. Si Calais Campbell sort un match à la Von Miller, c'est sûr, dit Marc. Donc ça, en effet. Von Miller n'a pas les receveurs qu'avait Manning, dit. Pardon, ça c'est. Von Miller n'a pas les receveurs qu'avait Manning. Non, pardon, Blake Bortles. Toi aussi, tu t'embrouilles, voilà. Courage, il reste 10 minutes. Blake Bortles. Je suis désolé, j'ai perdu le pseudo de la personne qui a dit ça, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des Marius Thomas, Emmanuel Sanders qui a laissé le message. Merci. Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes receveurs. Ça, c'est vrai que ça joue. Quel est le plus gros déséquilibre attaque versus défense des Jags ou défense. Je pense que c'est défense des Pats contre attaque des Jaguars. Le plus gros déséquilibre. Le plus gros avantage, en tout cas pour New England, c'est leur défense contre l'attaque des Jaguars. Non ? Ils ont une bonne défense quand même. Si tu compares les deux, oui, forcément, il y a peut-être un petit déséquilibre. Mais encore une fois, vu la saison que fait Fournette, vu le niveau de la ligne offensive des Jaguars, qui est quand même un peu mis à l'amende de front seven des Steelers la semaine dernière. Bon, il y a de quoi discuter aussi, je pense, mine de rien. En toute franchise, tiens, on va les garder pour après, on va faire les codes vite fait, on va terminer sur quelques-unes de vos questions. Il est 20h51, il vous reste 9 minutes avant le début de la finale de conférence AFC entre les Patriots et les Jaguars. On va faire les cotes, elles sont assez simples. On ne peut pas faire d'énormes combinés puisqu'il n'y a que 2 matchs. Donc, les cotes, je vais te demander surtout sur qui tu miserais si c'était ton argent, et en l'occurrence... on peut y aller. Donc,
Patriots 1,24, Jaguars 3,55. Est-ce que ça se tente, les Jaguars à 3,55? Franchement, c'est compliqué. Sur un match d'un tel niveau, les Patriots, ça reste les Patriots. J'ai du mal à voir Belichick tomber contre une équipe qui reste relativement néophyte à ce stade de la compétition. On peut jouer la sécurité. On peut faire un combiné un peu sécure. Donc 1,24 Patriots. Je voulais mettre tout tombe aujourd'hui. Tout se casse. C'est la fin du. On sent que c'est l'avant-dernière de l'année parce que tout le matos tombe en ruine. Et comme on sera pas là pour la dernière de toute façon. Eagles 2,15, Vikings 1,57. Ouais, bah écoute, tu restes moi, sur. Je dis Vikings également. Je prends pas beaucoup de risques sur ce match-là. Non, mais tu peux. Je le disais tout à l'heure, le fait que Rappelle-toi, Nick Foles me rassure pas complètement. Rappelle-toi, je viens de dire qu'on joue ton argent. Donc, ah bon? Ouais, il faut que tu sois safe. Voilà, je confirme. Alors, 1,24 pour les Patriots, 1,57 pour les Vikings au moment où on vous parle. Donc 10 euros misés, c'est 19 euros 47. Ce qui peut paraître pas énorme, mais après, si vous mettez un peu plus, c'est un peu plus sûr. Et puis après, ça fait quand même quasiment. Vous doublez quasiment votre mise quand même. Hein. Donc c'est toujours cette prix. Un petit billet de 50. Voilà, après, ça c'est. Envie de le faire. C'est vous qui tentez le coup. Après, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà. Alors après, si vous voulez jouer l'inverse, le YOLO. Donc Philadelphie et Jacksonville. Ouais, si vous jouez Philadelphie et Jacksonville. Si on joue un prémisse du match de 11 de l'année prochaine. Ils s'affrontent l'an prochain. Ils s'affrontent l'an prochain. Jacksonville, d'accord. J'ai du mal à les imprimer à part le Raiders. À part le Raiders, Seahawks, les autres j'ai du mal à retenir. Donc 10 euros, là ça fait 76,32. Donc là c'est forcément un pari un peu plus osé. Jaguars, Eagles. Alors il y a quelqu'un qui nous a proposé un truc très très bien. C'était que je ne dise pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il a proposé quand tu ne dises plus de bêtises? Alors, Torrey Smith. Oula, ouais. Bon, attention. C'était un truc. Ouais. J'avais pas vu Torrey Smith pas. sur le coup. Mais moi, je vais pas mon argent dessus. Hein. J'avais pas vu que c'était Torrey Smith le premier nom. Mais, donc c'était Eddie qui nous proposait Torrey Smith, Fournette et Cooks en combiné. Qui fait une sacrée cote. Alors, hop, Torrey Smith, il est à 5,70. C'est vrai. Fournette, il est pas inintéressant. Quelqu'un nous l'avait déjà fait remarquer. Si tu vois Cooks, tu me dis, je coche. Ils sont dans l'ordre alphabétique de toute façon, donc de 12. Et Léonard Fournette. T'as une cote pour Marcus Sherels, le returner des Vikings? Alors, par contre, vous pouvez pas faire de combiné sur les dès qu'on joue Alors, pronostic sur le même match. C'est juste que vous pouvez pas jouer des mecs d'équipe d'en face. Donc là, si vous faites un combiné, par exemple, Torrey Smith et Brandon Cooks, comme ils sont dans un match différent, si vous mettez 10 euros sur le combiné de ces deux-là, ça peut vous rapporter 120,84 €. Torrey Smith, quoi. Ouais, Torrey Smith et Brandon Cooks. Brandon Cooks, je dis pas. Faut oser. Alors, est-ce qu'on tente un Léonard Fournette, par exemple, sur celui-là? Et celui qu'on a vu tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, c'était Stephen Diggs. Ouais, 2,65. Qui était pas mal. Et donc, celui-là, je l'aime bien. Si je retrouve Diggs. Donc là, vous avez Fournette qui est à 1,82 et Diggs qui est à 2,65. Et ça vous fait un petit combiné 10 euros misé, 48,23 €. Ouais. Donc c'est pas mal. Ça récompense moins, mais en tout cas, c'est un peu moins farfelu. Ouais, c'est ça. C'est quand même plus jouable. Il y a 2 T à Fournette? Ouais. Donc, on va faire up Diggs plus Fournette. 10 euros de mise égale 48,23 €. Et tu sais quoi? Je vais les miser. Parce que j'ai mon compte qui est ouvert. Ah bah alors, évidemment, ma session est expirée. Mon compte était ouvert. Mon compte était ouvert, donc ma session est expirée. Je vais la refaire. Et donc, mais je vous promets, je vais miser sur celui-là. Ça, c'est un signe, ça. Quand ça marche pas comme ça. Mais si. Hop là, regarde. Hop, parier. Confirmé. Hop. Allez. Et voilà, c'est placé. Du coup, je ne saurais jamais s'il y avait la cote de. Alors, tu voulais qui, pardon? Sherels, il est pour qui? Minnesota. Il est en dessous. Est-ce qu'il y est d'ailleurs? Encore? Il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Non, bah, écoute, pas de Sherels. Donc, tu vas être obligé de jouer la con Treadwell. Non, je vais peut-être pas aller jusque-là. Bon, allez, il est 56, il nous reste 3 minutes. Il y a McKinnon à 2,95 qui peut se jouer selon. Il nous dit constant.
Vikings de 1 à 6 à 3,50, nous dit Kiki Captain Val-de-Lorge, pardon. Pas mal. Ça, c'est pas mal. 3,50 Vikings entre 1 et 6, c'est pas mal. Après, les écarts très serrés comme ça, évidemment, c'est toujours très risqué, donc ça paye mieux. Donc n'hésitez pas. Mais en effet, oui, c'est un peu plus risqué. Les Pats de 7 à 12, toujours Kiki Captain qui nous dit Pats de 7 à 12, 4,30. Pas mal, Pats de 7 à 12. Celui-là, il est pas mal. En tout cas, voilà, faut pas hésiter. Donc voilà, il y a pas mal de bonnes cotes ce soir. Il faut creuser un petit peu les écarts. Enfin, vous pouvez rendre ça très très fun. C'était évidemment avec notre partenaire Unibet qu'on remercie. On va terminer avec quelques-unes de vos questions. Il nous reste 3 minutes avant le coup d'envoi du match. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait Thomas qui nous disait que souhaitez-vous à Raoul pour le Super Bowl? Quelles équipes? Puisqu'on rappelle donc que Raoul, il part dans une petite semaine. On est dimanche. Donc vite, dans une semaine, il décolle, l'ami Raoul, direction Minnesota, pour suivre le Super Bowl. Pour TD Actu, je crois que lui, il voulait un truc hyper surprise. Je crois qu'il voulait les Vikings, parce qu'il veut à domicile il veut l'équipe qui joue dans son stade. avec l'ambiance. Et je me demande si. Je crois que ça le dérangeait pas, que ce soit Jaguars ou Pats. Enfin, il n'avait pas un truc du genre je veux pas voir Bortles ou un truc comme ça. Je crois que voilà. Donc, moi, je lui souhaite juste un bon match, honnêtement. L'an dernier, Raphaël s'est bien amusé. Désolé. Mais voilà. Donc, je suis sûr que le quatrième carton, il est un peu déçu. Exactement. Mais en tout cas, voilà, il a vécu un beau match. Marc qui nous dit en toute franchise un Super Bowl Jags, Philly sans Vance ne serait-il pas décevant pour les puristes du jeu offensif? Ça aurait été toujours mieux d'avoir Carson Wentz, c'est lui qui les porte. Mais bon, après, on serait très content pour Nick Foles, on se tire c'est ça. Dis donc, il a été chercher sa chance au Super Bowl. On nous dit que ces deux outsiders, les Eagles, on sera très content pour eux s'ils vont au Super Bowl malgré les déboires qu'ils ont eu en fin de saison régulière. Après, un Super Bowl, ça reste un Super Bowl. Voilà, on regardera le match et on s'éclatera quoi qu'il arrive. Donc, oui. La preuve, on a regardé Peyton Manning contre Cam Newton. Exactement. La preuve par l'exemple. Quand même. On avait vu Trent Dilfer contre Kerry Collins. On parle beaucoup de Trent Dilfer, mais on oublie que de l'autre côté, il y a quand même Kerry Collins. Après, je vais pas mentir, c'était un de mes premiers souvenirs de Super Bowl et c'est pas le meilleur. Quand même. J'ai du mal à le croire. Oh là là, je m'étais. Et pourtant, j'avais même pas la fatigue parce que je l'avais regardé en différé le lendemain. Mais alors, qu'est-ce qu'il était long. Et d'ailleurs, on oublie souvent Brad Johnson. Alors, Rich Gannon, c'était pas mal cette année-là, mais Brad Johnson en face. Brad Johnson aussi. Il n'était pas à son prime. C'est pas les grandes années du Super Bowl, le début des années 2000. C'était la parole à la défense. Je sais que tu seras très content si les grosses défenses vont au Super Bowl cette année. Et Raoul aussi d'ailleurs. Je pense qu'il ne manquera pas de te le rappeler. J'arrive même pas à savoir ce que je veux comme match, honnêtement. Moi, je suis pas difficile. Je pense que Raoul veut un Super Bowl JJ Watt. Il veut un Super Bowl Vikings Jaguars. Il nous reste 1 minute avant le direct des matchs. Il est bientôt 21h déjà. Et donc, ça va être l'heure de l'affrontement entre les Jaguars et les Patriots. Qui aimeriez-vous. Alors, et pour ce soir, qu'aimeriez-vous voir ou surtout ne pas voir? Bon, après, c'est toujours pareil, je pense, mais comme tout le monde, on veut juste des matchs avec un peu de suspense et on se marre, quoi. Dans tous les cas, une tôle, c'est pas drôle. Donc à partir de là, tant qu'il y a du suspense et qu'on rigole un peu. Oui, l'année dernière, on n'avait pas été gâtés par les finales de conférence. Il y avait eu 2 matchs relativement à sens unique. Le premier encore plus que le deuxième. Moi, je vais être honnête, de toute façon, dans tous les cas, ça m'arrange. C'est-à-dire que quand les Patriots gagnent, le compteur du site explose. Quand les Patriots perdent, le compteur du site explose aussi. Donc je suis. Moi, merci Bill. Quoi qu'il arrive, moi je suis bon pour ce soir de toute façon. Mais après, ça fait plus de trafic si les Patriots vont au bout, je crois. Donc, ou alors faut qu'ils aient le Super Bowl, mais pour le perdre. Parce que là, du coup, tout le monde se déchaîne. Alors moi, ça m'intéresse moins depuis qu'il a appelé les Falcons. Exactement. Ça m'intéresse moins qu'il perde les Patriots. Il y a Thomas qui nous dit Carson Wentz qui rentre en seconde période. Exactement. C'est ça que je veux voir. Carson Wentz et Teddy Bridgewater qui rentrent en deuxième mi-temps. Ce qui serait évidemment illégal puisqu'il est sur la liste des blessés, mais bon, on s'en fout. C'est une belle histoire. Il est 21h, c'est la fin de ce fauteuil. On vous remercie de nous avoir suivis malgré tous les problèmes techniques qu'on a eu ce soir. Ça n'a pas été très très évident et très très fun. Et on s'en excuse encore une fois. En tout cas, on se retrouve pas dimanche prochain, mais dans 2 semaines pour un autre fauteuil qui sera le dernier de la saison. Alors ce sera un fauteuil de nom, mais qui sera en studio. Ouais, on va faire propre, on va pas vous faire un plan fixe pendant 2 heures puisque l'émission sera allongée. On fera 2 heures de 22h à minuit. Après, on vous laissera une petite demi-heure pour préparer vos nachos et le match. Nous, on ira se mettre en place aussi pour la rencontre et bosser sur les matchs et être en duplex avec Raoul aussi. Et d'ailleurs, il sera en duplex dans l'émission si tout va bien directement depuis la tribune de presse. Donc, comme
comme ça on sera C'est beau. high-tech. On vous souhaite une très bonne soirée de match. On remercie Unibet qui a été notre partenaire pendant toute cette année de fauteuil évidemment et qui sera pour la dernière, hein, on n'a pas fini. On vous remercie. Greg, je vais juste te demander d'aller couper. Je te remercie Salut à d'avoir tous. été là et d'avoir été là pendant quasiment toute l'année du fauteuil aussi. Hein. Tu as très peu loupé d'émissions. On vous remercie à tous. On vous souhaite de très bons matchs, très bonnes finales de conférence. À très très bientôt sur tdactu.com et mardi pour le débrief de tout ça dans l'émission. Ciao ciao.